J'écoute toujours Pierre Jox et il a quand même dit que le maître mot c'était le dépassement. Et j'essaie quand même d'être assez court. Chers camarades, effectivement, ce matin on a dit plein de choses intéressantes. Il y a Édouard Martin qui a dit quelque chose, c'est que la politique c'était pas seulement expliquer ce qu'il faut faire, c'est surtout faire la politique avec vous. Et la démarche qu'on a eue hier encore pendant ces ateliers, c'est d'arriver à écouter la parole des militants et faire émerger des idées. Moi j'avais donc en charge l'atelier sur l'école et comment briser les plafonds de verre. Parce qu'effectivement, moi, il y a quelque chose dans notre mouvement qui me plaît particulièrement, c'est le sens qu'on donne au mot égalité. C'est pas l'égalité des chances où en fait tout le monde est au départ et c'est une compétition, puis on verra bien à la fin ce qui arrive. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une égalité réelle, que chacun puisse réellement vivre pleinement sa vie de citoyen. Et c'est l'école le premier outil quand même pour essayer d'émanciper les individus. Sauf que la promesse républicaine elle est souvent trahie parce que les inégalités sociales, en fait, elles se reproduisent, voire elles s'aggravent parfois. Et nous, socialistes, gens de gauche, on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'hier, pendant l'atelier, et même après, pour les plus discrets, il y a plein de gens qui ont écrit des choses, qui sont venus me voir. Il y a pas mal d'idées qui sont sorties pour savoir comment briser ces plafonds de verre. Premier plafond, évidemment, c'est lié aux problèmes financiers. William Martinet, président de l'UNEF, hier rappelait qu'il y a quand même un étudiant sur deux qui travaille pendant sa scolarité. Et si on mesure sur l'année entière, c'est 3 sur 4. Ça veut dire que quand on mène de front scolarité et travail, on est quand même en difficulté, on a un manque de temps, on a un manque d'attention. Et malheureusement, on va se limiter dans notre ambition, parce que faire des années d'études en combinant les deux, c'est très difficile. Et il faut absolument qu'on arrive à changer le modèle de comment financer les étudiants. Pour l'instant, c'est très lié au modèle familial. L'étudiant, il est toujours associé à une famille, il n'est pas lié à un statut particulier. Donc, il y a des étudiants, certains ont des bourses, et on a réussi à les élargir grâce à l'intervention de Benoît, effectivement, quand il était ministre. Mais les bourses, c'est toujours associé à la famille, alors que ça devrait être lié au statut. Et il faut absolument qu'il y ait une allocation, pour tous, d'autonomie. Autre point, c'est quelque chose que Camille Penny évoque, c'est l'idée qu'il y a une majorité qui est à 18 ans en France, mais la majorité sociale n'existe pas. Elle n'existe pas à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, je peux voter, je peux conduire, je peux travailler, je peux payer les impôts. Par contre, je n'ai pas droit à certains droits, comme le RSA, j'y ai pas droit. Il y a des choses comme ça, il y a des prestations sociales sur lesquelles je suis en difficulté parce que je suis jeune. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Donc il y a les problèmes financiers, évidemment, mais dans les plafonds de verre, il y a aussi des plafonds qui sont beaucoup plus intimes, qui sont liés à l'ambition personnelle qu'on peut avoir. Il y a un tas d'élèves qui n'ont pas l'ambition de poursuivre des études, soit parce qu'ils se l'interdisent, soit parce qu'ils ont une méconnaissance des formations qu'il y a autour d'eux. Alors ils connaissent forcément ce que leur voisin, leur grand frère a fait, mais ils sont très sclérosés. Pourtant, effectivement, on va dire, il y a Internet, il y a un flot d'informations énorme, mais il y a une distance, parce que ça reste des textes. Et puis les papiers glacés des grandes écoles, ça reste très froid. Donc il faut absolument qu'on arrive à développer une orientation qui soit beaucoup plus active. Les conseillers d'orientation sont souvent en difficulté parce qu'ils croisent de temps en temps des élèves qui sont un peu paumés, qui ont des parents qui le sont d'autant plus. Hier a été proposé quand même que les conseillers d'orientation prennent en charge des classes sur l'emploi du temps des élèves et qu'ils arrivent à construire avec eux, dans des modules d'accompagnement, en groupe, en coopérant, l'organisation de la découverte de différentes formations, qu'ils sortent un petit peu justement de leur espace. Deuxième moyen, c'est vrai qu'il existe des partenariats des fois entre le lycée et l'enseignement supérieur, sauf que ça reste ponctuel, c'est du volontariat. Mais à chaque fois, ça marche. Alors pourquoi ne pas rendre obligatoire ces partenariats pour que justement on arrive à appréhender davantage ces formations? Parce qu'il y aurait la rencontre d'enseignants, mais également d'étudiants. Parce que les étudiants, eux, ils ont un vécu. Et donc cet aspect concret peut aider des élèves à s'orienter. Dernier aspect aussi sur les plafonds de verre, c'est on connaît tous bien le problème du capital culturel que Bourdieu a évoqué. Effectivement, il y en a qui naissent, ils ont les codes, ils ont le savoir, ils vont réussir dans leurs études. Alors que d'autres, eux, ne l'ont pas. Comment dépasser ce problème? 2 solutions ont été évoquées. Alors je vous fais quelque chose de bref, on nous a demandé de faire 5 minutes. Ça. La première solution, défendue par Johanna, c'est qu'effectivement, il faut renforcer cette mixité. Parce que la mixité, c'est de la richesse. La carte scolaire, il faut la rendre d'autant plus contraignante pour que vraiment les populations se rencontrent. Alors une carte scolaire contraignante, les parents vont la refuser, sauf si l'offre éducative est attractive dans tous les établissements. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément coûteux, parce qu'on nous dit toujours que c'est le problème des moyens. Mais la carte scolaire, ce n'est pas quelque chose de coûteux. Après, il faut donner le moyen aux établissements, par leur autonomie, pas financière, mais une autonomie pédagogique, d'organiser des formations attractives pour tous.
Le deuxième moyen aussi, c'est Rachid qui le soulevait, de dire qu'il y a un problème aussi dans ce qu'on transmet. C'est qu'effectivement, dans la pédagogie qu'on fait, on transmet beaucoup de savoir. Et Maxime Alsacien, qui connaît bien l'Allemagne, nous a dit qu'en Allemagne, il y avait quand même beaucoup plus de transmission des savoir-faire et des savoir-être. Et ça permettait quand même à tout un tas de gamins de présenter d'autres compétences, d'autres qualités. Et ça leur permettait de s'épanouir et d'arriver vers des formations qui sont beaucoup plus ambitieuses pour eux. Mais pour ça, effectivement, il va falloir changer une chose, parce qu'il y a un problème, c'est que la formation des enseignants, elle n'est pas adaptée pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a des gens très érudits, mais on n'arrive pas à les former suffisamment à la transmission de savoir-faire et à la transmission de savoir-être. Alors effectivement, on a reconstruit des choses, parce que Sarkozy avait tout cassé, on a remis en place des TSP, mais ce que disait Tanguy, c'est qu'il y a quand même un gros problème, c'est que la première année d'enseignement, les enseignants arrivent à temps plein. Donc pareil, il faut qu'ils assument de front un emploi et une formation, ce qui n'est pas suffisant. Il faudrait revenir, comme on le faisait auparavant, à une première année à temps partiel pour avoir des vrais modules de formation. Et puis il y a eu une deuxième proposition qui était très intéressante, et là je ne me rappelle pas le nom de la personne et c'est dommage, c'est redéployer les inspecteurs vers des postes de formation. Parce que c'est vrai que dans l'éducation nationale, l'inspecteur, il est très infantilisant. Et il y a des enseignants qui, à plus de 50 ans, ont encore peur parce qu'effectivement, l'inspecteur, il représente la sanction. Parce que si je suis mal évalué, ça va se ressentir sur mon salaire. Donc j'ai peur. Alors que l'inspecteur, il ne devrait pas être là pour sanctionner, il devrait être là pour former. Et donc il devrait être là en formation initiale, il devrait être là en formation continue, pour justement aider les enseignants à adopter des nouvelles pratiques pédagogiques innovantes, qui ne sont pas forcément coûteuses, parce qu'il y a des enseignants dans le technologique tertiaire qui travaillent déjà sur des ordinateurs. Par contre, on pourrait valoriser justement la coopération entre les élèves, parce que pour l'instant, on est toujours sur la compétition. On pourrait valoriser la prise de parole, la prise de décision, la créativité. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut encourager les élèves à se développer, mais il faut aussi former les profs à les amener vers ces compétences. Donc, pour terminer, on voit qu'il y a eu tout un tas de propositions, que certaines sont peu coûteuses, mais d'autres le sont effectivement. Reste à se dire quand même que c'est un combat que la gauche doit mener, parce que l'école, c'est quand même ça qui permet à chacun d'entre nous de s'émanciper. De devenir des travailleurs, oui, mais surtout de devenir des citoyens éclairés, des citoyens émancipés. La gauche doit redonner à l'école la place qu'elle occupe dans la société et elle doit lui permettre de tenir la promesse républicaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Audrey, tu enchaînes ? Alors moi, je vais revenir sur l'atelier qui était intitulé « Démocratie » ou « Comment retrouver le chemin de la souveraineté populaire » que j'ai eu la chance d'animer. Je dis que j'ai eu la chance parce que c'est vrai que bien trop souvent, les débats sur ce sujet-là au sein du PS se cantonnent un petit peu à l'écume des choses. Comme ça, on reste sur les questions de rénovation, les questions d'institution. Et au final, on a l'impression d'éviter aussi d'une certaine manière toute remise en cause profonde. Et je pense que le débat d'hier qu'on a eu, il a été extrêmement intéressant justement parce que on a abordé, selon moi, le fond du problème, à savoir, d'une part, la question du pouvoir et des moyens d'agir, et d'autre part, la question du rapport entre le peuple et le politique. Et en redonnant la parole aux camarades, comme on l'a fait hier, ça nous a permis aussi de revenir peut-être sur un certain nombre d'impensés qui jusqu'ici avaient probablement manqué. Tout d'abord, en termes d'analyse historique, parce que je pense que c'est toujours intéressant de repartir de là, il y a des camarades qui ont aussi rappelé dans cette problématique-là l'importance et le caractère décisif qu'avait eu, la rupture en fait, qu'avait eu la chute du mur du Berlin dans le rapport de force vis-à-vis du capitalisme qui, en nous faisant passer avec un changement de monde, un monde bipolaire, un multilatéralisme, nous avait fait passer d'une certaine manière d'un exercice du pouvoir en mode de résistance à un exercice du pouvoir qui aujourd'hui n'a toujours pas été réinventé. Ce capitalisme nouveau qui s'est développé progressivement, il a engendré, on l'a dit depuis hier, une forme de confiscation ou de kidnapping des outils de la démocratie et en conséquence derrière une crise de la légitimité du politique avec un certain nombre de phénomènes qui l'ont accompagné. Je ne vais pas revenir dessus, mais on les a tous bien en tête. La perte du pouvoir du politique, une mise à distance des citoyens vis-à-vis des processus de décision et évidemment l'idéologie néolibérale dont Laurent a encore parlé tout à l'heure comme centre de gravité politique depuis 30 ans, mais du coup qui doit aussi nous interroger. On est à peu près tous d'accord
sur le diagnostic et aussi les outils à mettre en place. Mais si on est d'accord en tout cas sur l'importance de déterminer un certain nombre d'outils à mettre en place à la disposition du politique et du peuple pour d'une certaine manière combattre cette privatisation croissante des moyens de gérer et de transformer le monde, il y a une chose qui a été un sentiment en tout cas qui a été partagé par un certain nombre de camarades, c'est qu'aujourd'hui la crise de confiance elle est telle que les outils et les réponses idéologiques et techniques ne seront plus suffisantes, en tout cas pour reconquérir l'adhésion des peuples aux batailles qu'on doit mener, qui aujourd'hui n'est plus automatique. Donc, parce que le sujet, c'est quand même aujourd'hui, le peuple non seulement ne nous croit plus réellement capable de mettre en place des outils, mais pire encore, c'est-à-dire qu'il ne nous entend plus et il ne voit pas non plus où on veut en venir. Donc on a beaucoup de camarades qui sont revenus sur ce rôle, sur ce sentiment aujourd'hui que le politique qui a encore un rôle à jouer pour doter le peuple d'éléments d'émancipation, il avait d'une certaine manière, semble-t-il, abdiqué aussi de son rôle d'éclaireur. Et la souveraineté, pourtant, elle procède aussi de notre capacité à donner au peuple les éléments pour choisir et pour faire adhérer à un projet, faire partager une vision du monde, dans un discours d'ensemble, donc loin d'une logique aussi de clientèle électorale dans laquelle on est un peu trop tombé ces derniers temps. Donc la manière, en tout cas, d'envisager l'art de gouverner, la capacité de faire partager des décisions et donc d'une certaine manière de faire partager le pouvoir, elle est aussi tout essentielle que le reste. Et moi, je résumerais ça en résumé à se défaire d'une certaine manière d'une logique de la pensée magique, de la politique de la certitude, pour renouer aussi avec l'idée du possible. Je sais que ça peut, ce que je vais dire peut faire grincer des dents et a fait, en tout cas, a crispé peut-être plus d'un camarade hier, mais si je voulais faire de la provocation, je dirais que peut-être il y a aussi une différence d'approche d'ordre générationnel là-dedans, mais il y a un certain nombre de camarades qui aujourd'hui interrogent la logique de l'axe gauche-droite traditionnel et évoquent une forme de dépassement de certains clivages. Mais non pas pour assumer une forme de différenciation, mais pour renverser d'une certaine manière les termes du jeu politique et aller chercher les gens là où ils sont. Et les élus locaux qui étaient présents hier au débat nous ont quand même rappelé que les gens, ils étaient loin aujourd'hui. Et ça rejoint ce que disait hier le camarade de Podemos, c'est eux, ils ont réussi justement, ils ont réussi à donner le là, à redéfinir une forme de centralité dans le champ politique, centralité qui n'a rien à voir avec le centre politique, et à redonner un nouveau sens commun. Et il faut quand même rappeler qu'ils sont partis en moins de 2 ans d'un groupe d'universitaires à une organisation aujourd'hui de plus de 350 000 adhérents. Donc ça doit aussi nous interroger. Et enfin, sur le rôle du PS dans tout ça, il y a un constat qui a été extrêmement clair de la part des camarades, c'est que le Parti socialiste aujourd'hui, il n'est plus un organe qui représente la société auprès des pouvoirs, mais qu'il est devenu, à l'inverse, un relais des pouvoirs vers la société, avec des dirigeants de plus en plus insularisés, pour reprendre l'expression qui a été utilisée vis-à-vis des citoyens. Or, justement, face aux forces auxquelles on doit faire face, la relation gouvernant-gouverné, elle doit aussi être réinterrogée parce qu'elle ne pourra plus se contenter à des rendez-vous électoraux. Audrey, on va s'arrêter là si tu veux bien. Oui. Donc juste finalement, oui. Alors en 10 secondes, si tu veux bien. Pour conclure en 10 secondes, est-ce que face à ces forces infiniment puissantes du capitalisme nouveau dont on a beaucoup parlé ces 2 derniers jours, les enjeux, ils ne résideraient pas finalement dans une forme de bouleversement du champ politique actuel, avec, en faisant le pari peut-être de quelque chose de nouveau pour organiser la force citoyenne comme un véritable contre-pouvoir et inventer un nouveau type d'organisation militante qui serait capable de définir, elle, un nouveau sens commun pour remettre cette société en mouvement et permettre ce changement qui ne sera en tout cas possible sans adhésion du peuple à nos... Merci beaucoup. Thomas, on enchaîne avec toi ? 5 minutes également, si tu veux bien. Oui, 5 minutes pour un thème aussi simple que migration et immigration. Je suis Thomas Petit
J'ai eu l'honneur d'animer le débat participatif d'hier sur migration et immigration. Il y avait une centaine de participants. Je remercie à la fois les participants et les intervenants qui ont permis d'éclairer le débat, c'est-à-dire Richard Moyon des RESF, Marie Enoch de la CIMAD, Mathieu Tardis de l'IFRI. Il y a eu plus d'une dizaine d'interventions de la salle et 2 moments d'éclairage, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours. C'était très intéressant et très actif. Alors, je vais commencer par une petite annonce, une petite aparté. Je prends 30 secondes de plus, je suis désolé. Une annonce à M. Macron pour lui dire que la réduction du temps de travail, 35 heures, le résultat, ça a été une création fantastique d'activités, énormément de travail en plus, les comptes rééquilibrés, etc. Alors, j'en parle dans le thème immigration parce qu'il y a un sujet, il y a un lien assez clair. La réduction du temps de travail, c'est deux choses qui sont liées aussi à l'immigration. C'est à la fois de la solidarité et c'est aussi du pragmatisme. Pragmatisme parce que la robotisation nous interpelle et forcément, M. Macron qui se dit moderniste, il n'a pas vu venir les robots arriver. Pour l'immigration, c'est pareil. C'est une question de solidarité, c'est aussi une question de pragmatisme et je vais y revenir assez rapidement. Donc, dans le débat d'hier, on a vu beaucoup de choses, mais que je vais devoir résumer très rapidement, donc excusez-moi si je fais des raccourcis. Déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la parole que l'on a. Nous avons écrit une tribune à gauche pour gagner qui a été dans Mediapart sur l'immigration. Il faudrait la diffuser très largement, donc c'est une première chose très concrète. Tous ceux qui ne l'ont pas eu, il faudrait qu'ils l'aient très rapidement. Donc c'est une première action directe. Ensuite, il y a un intervenant qui a résumé le problème assez simplement. Il a dit, par rapport à la question des flux migratoires, il y a 3 réactions possibles. Il y a l'accueil, mais la question dans ce cas, c'est comment on fait. Il y a la politique des quotas, ou il y a la fermeture totale des frontières. Alors la première chose qui nous vient en tête, c'est que quand on voit que notre président de la République, Nicolas Sarkozy, était issu de l'immigration, on a tout de suite envie de se dire il faut vite fermer les frontières. Mais il faut aller au-delà de la question des personnes et voir plus globalement les choses. L'expérience montre que les flux migratoires, ce sont des gens qui n'ont en général pas le choix. Et donc les quotas ou la fermeture seront forcément avec des conséquences dramatiques et en plus inefficaces. Donc de manière pragmatique, la solution, a priori, c'est plutôt l'accueil. Donc la question, c'est comment on fait ? Alors, est-ce qu'on en a la possibilité ? C'est souvent la question qui est posée. Et donc là, on a rappelé hier qu'il y a plusieurs types de migration, politique, climat, guerre, économie, mais en réalité, tous les migrants sont des hommes et des femmes qui bougent pour leur vie, leur survie et la vie de leurs enfants. Donc de toute manière, ils viendront, ça c'est une certitude. Et on sait aussi qu'il y a eu des vagues dans l'histoire. Donc ça n'est pas exceptionnel ce qui arrive actuellement. On sait qu'on a pu le gérer dans l'histoire et on sait aussi que des pays qui sont beaucoup plus pauvres que les nôtres gèrent des flux migratoires qui sont beaucoup plus importants que ce que nous vivons en Europe. Donc il y a à la fois une vision du fait que c'est possible de le faire et aussi une vision de l'enjeu. Parce que actuellement, on nous parle de quelque chose d'exceptionnel avec 1 million de personnes qui arrivent en Europe, 1 million de personnes pour 500 millions de personnes, c'est pas si important que ça. Donc il faudrait aussi se poser la question de la réaction que l'on a par rapport à tout ça. Alors, il y a aussi la question du co-développement dont on a parlé hier, parce que beaucoup de personnes disent pour arrêter les flux migratoires, donc c'est déjà qu'on a l'intention d'arrêter les flux migratoires, il faut développer les autres pays. Alors ça, en réalité, déjà, ça ne marche pas, ça n'arrêtera pas les flux migratoires. Donc ça ne résoudra pas cette question-là sous cette forme-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du co-développement, mais ça veut dire que l'objectif du co-développement ne doit pas être d'arrêter les flux migratoires. Ensuite, il y a une chose importante, c'est regagner la bataille des mots, regagner la bataille culturelle. Il faut la mener de manière forte, importante, ne pas avoir peur de nos positions et revenir sur notre discours socialiste, internationaliste et sortant de toutes les peurs qui sont les fondements des mauvaises réactions que l'on a actuellement sur les questions migratoires et immigratoires. Thomas, tu essayes de conclure ? C'est très rapide. Merci.
Donc par rapport à ça, on peut voir que souvent on dit on ne peut pas avoir ce discours parce que les Français ont peur. Sauf que les associations nous montrent que dès qu'elles présentent une action qui permette de faire de la solidarité, les Français sont là pour réagir de manière positive. Donc les associations, elles nous montrent à la fois le discours, elles nous montrent que les Français n'ont pas forcément peur de l'immigration, mais elles ont besoin de notre soutien et c'est important qu'on leur apporte. Donc par rapport à ça, nous devons nous proposer un plan d'action, faire en sorte que les Français sachent quoi faire par rapport à l'immigration et de manière positive. Nous pouvons en faire une cause nationale, voire européenne. Et la France a tout à y gagner. Je donne un mot quand même sur l'Europe parce que c'est important. Au-delà du fait que ce soit en Grèce, en Allemagne ou en Angleterre ou en France que se déroulent ces flux migratoires, il s'agit de nous de toute manière parce qu'il s'agit de l'Europe et que c'est notre Europe. Donc il ne s'agit pas de répartir un problème, mais il s'agit de le gérer ensemble. Et c'est important. Donc il y a 3 points importants qui sont ressortis d'hier. Mener la bataille culturelle, remplacer la peur par les espoirs et l'action, et soutenir les associations qui nous donnent déjà une démarche à suivre. Merci beaucoup. Martine, 5 minutes si tu veux bien aussi. Bonjour à tous. L'atelier que j'animais portait sur la question de la modernisation du droit du travail, dont on a beaucoup parlé depuis hier. Il y a eu de très nombreuses interventions et elles ont toutes en général commencé par souligner le triste paradoxe face auquel nous nous trouvons, alors que la mission historique de la gauche est de faire progresser les droits des travailleurs. Ce combat politique et culturel, loin d'être facilité par le fait que nous soyons au pouvoir, est au contraire rendu plus difficile. Non seulement nous devons toujours déconstruire et avec force les représentations du droit du travail qui sont véhiculées par le MEDEF, mais nous devons aussi maintenant faire face aux attaques qui viennent de notre camp, de notre gouvernement. Quand un socialiste parle de moderniser le droit du travail, a priori, tout salarié devrait y voir un message d'espoir. A priori, il devrait entendre émancipation et davantage de protection. Seulement voilà, maintenant, beaucoup de salariés, quand ils entendent un socialiste parler de moderniser le droit du travail, c'est l'inquiétude qui vient. Et ils se demandent quelle remise en cause d'acquis sociaux va être ainsi annoncée. Va-t-on entendre parler du tabou du CDI, du tabou des 35 heures, de la remise en cause des seuils sociaux, du plafonnement des indemnités prud'homales, et pour hier, vanter l'apprentissage des mineurs gratuit et moins protégé. Ce qui a été donc redit avec force, immédiatement, par tous les intervenants, c'est que pour nous, si le droit du travail n'est pas le droit civil, et s'il existe, c'est parce que le contrat de travail est un contrat de subordination. Et énormément d'interventions ont commencé par rappeler ce lien de subordination qui doit engendrer des contreparties, des compensations juridiques. Et cela, nous n'y renoncerons pas. La modernisation du droit du travail, ça ne peut donc pas être l'ubérisation de ce droit. Alors une fois ce rappel sémantique, hélas nécessaire, sur ce que veut dire moderniser le droit du travail, ce que veut dire le réformer. Une fois ce rappel sémantique fait, vers quel chantier peut-on aller? Qu'est-ce qui peut être motivant pour nous? Quels défis doit-on relever? Je vais en évoquer très brièvement 3 grands. Notre motion en parlait à Poitiers, c'est toujours le cas. Il y a bien sûr le chantier prioritaire de la sécurité sociale professionnelle. Il faut le mener à bien. Il y a quelques mois, nous devons le prendre à bras-le-corps. Au-delà, les protections pour les salariés sont encore nombreuses à devoir être travaillées. Je prendrai un exemple, et l'avocat spécialisé dans le droit du travail qui était avec nous, Gilles Tesson, me disait qu'il intervenait beaucoup sur ces sujets-là. C'est ce qui se fait, la situation des aides à domicile. On y pense peu, et pourtant, un inspecteur du travail comme Damien Bucco
a expliqué en étudiant les emplois des aides à domicile qu'on avait affaire à un sous-droit du travail. Un sous-droit parce que les inspecteurs du travail, tout simplement, ne peuvent rien contrôler, puisqu'ils ne peuvent pas entrer facilement sur le lieu de travail, le domicile des particuliers. Ce sous-droit, il faut le penser, il faut l'améliorer. Et puis, donc, il y a des formes de travail qui méritent notre regard, notre écoute. Et puis, cette gauche acoustique que nous devons pratiquer, elle doit porter sur la question centrale de la souffrance au travail, ce qu'on appelle la souffrance au travail, même si c'est un terme un peu inadéquat, parce que dans tout travail, il y a souffrance, mais celle-ci n'est pas forcément synonyme de pathologie. On aurait tout intérêt, à gauche, à penser avec les psychiatres, avec les cliniciens, comme Christophe Dejour, qui nous explique que le travail n'est jamais neutre pour la santé mentale, que les formes d'organisation du travail peuvent conduire à l'émancipation ou bien au burn-out, et on sait que Benoît en a parlé au Parlement, au burn-out, voire au suicide. L'espace public commence à mettre sur la table ces questions-là, notamment par le cinéma. S'il y a au moins une vertu au film La loi du marché et à d'autres, c'est de la poser dans l'espace. Pourquoi la politique serait absente de ce sujet central, et encore plus à gauche? La gauche doit relever ce défi. Protéger les salariés de ces formes néolibérales. Une intervenante a parlé de la violence au travail. C'est bien de cela dont il s'agit. Ces modes d'organisation, ces organisations néolibérales isolent les individus, les culpabilisent et vont jusqu'à la souffrance éthique. Ces pathologies, elles montrent également en creux l'importance de la coopération. Et nous devrions donc, nous, à gauche, être particulièrement à l'aise, comme socialistes, pour mettre en avant l'importance de la coopération. C'est vrai à l'école, mais c'est vrai également dans le monde du travail. Il y a donc une centralité politique du travail et nous passons à côté. C'est vraiment frustrant. Martine. Pour conclure, merci. Je voudrais rappeler, je souris en voyant Pierre Jox, parce que j'avais préparé une phrase d'Alain Supiot qui me semble résumer l'esprit de l'atelier. Dans un écrit qui s'appelle « Pourquoi le droit du travail ?» Pourquoi le droit du travail? Il disait ceci: « Le rôle du juge n'est pas d'appliquer les lois réelles ou supposées de l'économie, qu'il est d'appliquer les lois tout court. Et s'il lui faut accompagner et favoriser les changements de la société dans laquelle il vit, c'est en veillant à ce que les relations du travail restent sous l'emprise du droit, c'est-à-dire restent des relations civilisées. » Eh bien, je crois que le rôle d'un socialiste, ce n'est pas faire l'éloge de la servitude volontaire, c'est simplement, mais fermement, d'œuvrer à l'émancipation. C'est le sens de notre engagement. C'est également la condition pour l'unité de la gauche, et c'est ce qui est ressorti de notre atelier. Merci. Merci beaucoup. Timothée. On va y arriver. C'est bon. Bien, donc moi je vais vous faire donc le compte-rendu et l'ouverture sur l'atelier des nouveaux modèles de développement avec le croisement des deux révolutions en cours, à la fois écologique et numérique. Alors sur cette question, d'abord j'aimerais faire le lien avec ce qui a été, je crois, un des marqueurs de ces deux journées, c'est-à-dire les interventions notamment de la gauche radicale, Podemos, Syriza, et l'idée finalement qu'il y a un déplacement au niveau du clivage politique d'un axe gauche-droite à un axe haut-bas. Je crois que ça nous interroge particulièrement parce que nous sommes un parti de gouvernement, un parti au pouvoir, et donc nécessairement la question du rapport entre l'institué et l'instituant finalement peut se poser, nous étant finalement les institués, c'est-à-dire parce que nous sommes partie prenante de l'appareil et du système quelque part, et en même temps nous comprenons bien que pour amorcer la transformation sociale, il faut s'appuyer sur des dynamiques instituantes. Et c'est pourquoi finalement il faut aller regarder du côté des émergences et organiser d'une certaine façon des convergences avec celles-ci. Alors à ce niveau-là, je crois qu'il y a eu un mot qui a été
au cœur un peu de la motion à GPG, c'est-à-dire c'est celui d'écosocialisme. Il y a eu tout un cheminement au sein du PS là-dessus, et ce mot d'écosocialisme, je crois, est déterminant pour signifier un peu notre atelier. D'ailleurs, il n'a curieusement pas été prononcé, mais je crois que finalement, il le résume assez bien, c'est-à-dire le mariage, l'alliance, dialectique, en fait, là aussi, comme dans le rapport institué-instituant, entre l'écologisme et le socialisme. Et l'écologisme comme le socialisme, finalement, ont posé deux questions majeures qui se retrouvaient dans cet atelier. La première question, c'est celle du rapport à la croissance. Malgré tout, c'est cette question que pose l'écologisme, c'est cette question qu'a posée l'écologie politique depuis les années 70, et en particulier depuis un fameux rapport dit du Club de Rome, au début des années 70, qui posait la question de la croissance zéro, des limites de la croissance, des limites physiques, dont on voit d'ailleurs l'estompement quand on regarde les grandes tendances à long terme, puisqu'on était sur des taux à 5% de moyenne par an, et aujourd'hui on se retrouve au mieux à 0,1 quand on a de la chance. Donc là, ça pose une question de fond finalement sur ce rapport à la croissance, et donc l'organisation d'une société post-croissance, avec un certain nombre de rapports, par exemple, qui ont pu être produits, y compris plus récemment, sur, par exemple, je pense au rapport britannique prospérité sans croissance, c'est-à-dire comment finalement organiser une société soutenable socialement, en particulier dans une société donc, qui amorce l'ère de la fin de croissance. Voilà. Donc là, c'est un véritable enjeu finalement qui a pu être soulevé au sein de notre atelier. Le deuxième, et là c'est la question plutôt du socialisme, amenée par le socialisme, c'est celle du rapport au capitalisme. Je crois que ça, il faut pas, c'est un terme, même si on déplace, même si on oublie peut-être le clivage gauche-droite, je pense que quand même la question du capitalisme reste particulièrement prégnante, et celle des rapports de production en particulier. On a là-dessus abordé la question, évidemment, parce que quand on parle d'écologie et de numérique, de l'économie collaborative. Les secteurs émergents, la question du numérique, l'économie collaborative, finalement, qu'on appelle aussi l'économie du partage, qui a tendance effectivement à tout partager sauf les profits, peut poser un certain nombre de questions. Il y avait une tribune qu'on avait pu me soumettre, qui est parue fin juillet, de Hugues Sibyl, donc un des acteurs, un des leaders de l'économie sociale et solidaire, qui posait la question justement de cette économie collaborative et du fait qu'elle est aujourd'hui le fait, même s'il faudrait peut-être dissocier au sein de l'économie collaborative selon les secteurs, mais elle est le fait essentiellement de géants capitalistes. Et là, c'est un enjeu du coup de réappropriation, un enjeu justement de réintroduire des communs avec le biais peut-être de l'économie sociale et solidaire qui pourrait s'approprier ce secteur émergent. Donc vous voyez comment on a pu avoir des réflexions finalement de fond, véritablement, je crois, c'était un des marqueurs de l'atelier. Et en même temps, ces réflexions de fond, effectivement, ne suffisent pas, dans le sens où il faut, je crois, ouvrir un chantier sur une proposition forte, et je vais conclure là-dessus. Cette proposition forte, finalement, qui a été énoncée, mais qui n'a pas finalement été énoncée d'ailleurs par plusieurs des membres des participants, mais qui n'a pas été creusée, c'est celle en particulier du revenu de base, qui permet d'articuler ces deux enjeux, à la fois sur le numérique par le biais du capitalisme cognitif, qui finalement amène la question du revenu de base, mais également par le biais de l'écologie, puisque le revenu de base, par définition, pose la question du productivisme, pose la question derrière du temps de travail, pose un certain nombre de nouveaux enjeux comme cela, pose la question de la pluriactivité, le rapport au loisir, bon bref, sans être pour ou contre, je crois qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre le revenu de base, mais c'est un chantier à ouvrir, d'autant qu'on a un certain nombre, par exemple, de départements qui gèrent le RSA et qui pourraient mener des expérimentations là-dessus aussi en lien avec l'insertion. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, merci à tous les 5 pour ces comptes rendus qui permettent d'avoir une idée assez précise de la richesse des échanges que vous avez eus.